Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et merci au Comité laïque d'organiser cette table ronde. Cela fait du bien de se retrouver tous rassemblés autour des valeurs républicaines qui nous sont chères, dans un contexte particulièrement dramatique, où nous avons tous, bien entendu, une pensée pour les femmes iraniennes qui se battent au quotidien pour exprimer leur volonté d'être libres, d'être respectées, de ne plus vivre sous le joug de l'intégrisme islamiste. Et nous sommes bien entendu solidaires de leur cri magnifique « Femmes, vie, liberté ». Nous devrons d'ailleurs continuer évidemment à montrer notre soutien dans le temps à leur mobilisation aux côtés d'hommes qui cette fois descendent dans les rues pour défiler à leur côté. Et je pense notamment à tous les artistes, les créateurs iraniens aux côtés des femmes de leur pays et dont nous sommes aujourd'hui sans nouvelles après leur arrestation. Alors c'est aussi avec une certaine émotion et permettez-moi une petite note personnelle que j'aborde cet échange avec mon collègue Emmanuel Morel, parce que nous avons, cher Emmanuel Morel, un ami commun qui malheureusement nous a quittés, qui nous manque cruellement aujourd'hui, Laurent Bouvet. Et dans la toute dernière conversation que j'ai eue avec lui, où je lui confiais mon souhait, ma détermination à lancer un chantier européen sur la liberté de conscience, qui est pour moi l'un des impensés précisément de l'Europe, et nous allons en parler, il m'avait recommandé, et presque enjoint, d'entrer en contact avec vous. Donc comme je ne l'ai pas encore fait, je propose d'inscrire notre échange sous la tutelle amicale et inspirante de Laurent Bouvet. Alors, République, Europe, souveraineté nous renvoie à la question de savoir, ne tournons pas autour du pot, et vous ne l'avez pas fait, Stéphane Rosès, si l'Europe renforce ou fragilise notre modèle républicain. J'aurais tendance à penser, et ça ne vous étonnera pas vraiment, que l'Europe peut être un rempart. J'ai bien dit peu, parce que je ne suis pas non plus dans une illusion qui consisterait à dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais je pense que c'est un combat que nous devons mener et que, à vrai dire, je ne vois pas d'alternative à l'Europe pour précisément protéger notre République, déjà sur le plan, comme vous l'avez quand même reconnu dans votre conclusion, sur le plan de la stabilité et de la paix, bien entendu. Mais plus profondément, je crois que l'effet convergent de trois événements majeurs qui sont en train de se produire sous nos yeux, l'agression de l'Ukraine par la Russie, le soulèvement des femmes iraniennes et plus largement de la société civile iranienne qui n'en est peut-être qu'à ses débuts, et enfin les progrès de l'extrême droite en Europe, sont, je crois, des éléments qui sont en train de faire émerger une prise de conscience des Européens. Une prise de conscience qu'il y a des enjeux civilisationnels dans notre projet européen. Je crois que beaucoup d'entre nous en sont convaincus depuis longtemps, mais il y a dans ces différents conflits des aspects qui font émerger comme une évidence, le fait qu'il y a un enjeu civilisationnel. Et nul mieux que Albert Camus n'a décrit ce qu'était finalement que dans cet enjeu civilisationnel. On lui avait demandé en 1955, lors d'une conférence à Athènes, de définir la civilisation européenne. Et l'une de ses réponses, c'était la civilisation pluraliste. Et je crois qu'il y a quelque chose de très profond dans cette expression et qu'il s'agit exactement de cela. Et c'est évidemment au cœur des questions liées à la laïcité et à la liberté d'expression que nous allons aborder. Et je crois que nous sommes à un moment, un momentum où cette mutation du projet européen, d'un projet qui a trop souvent été exclusivement économique, vers un projet qui prend conscience, et je pourrais longuement vous parler, mais peut-être dans un autre contexte, des projets que je porte sur le plan de l'éducation, parce que l'Europe de l'éducation est en train d'émerger et est évidemment un élément extrêmement important de cette mutation de l'Europe, est tout à fait palpable. Alors, ça, c'est le premier élément qui me rend optimiste, mais attention, être une civilisation du pluralisme, ce n'est pas dire que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil et peut s'exprimer librement. Et je voudrais ici condamner avec la plus grande fermeté cette petite musique qui est en train de s'installer chez certains, plutôt à l'extrême gauche, qui mettent un trait d'équivalence entre la lutte héroïque des femmes iraniennes qui demandent et qui sont prêtes à perdre leur vie pour pouvoir enlever le voile et le droit qu'auraient les femmes européennes et notamment françaises de mettre le voile dans les contextes, reconnaissons-le, très restreints dans lesquels elles ne peuvent pas le mettre. Il y a là quelque chose d'indécent parce que nous savons que les ennemis du pluralisme que sont les islamistes comptent leur progrès en terre européenne au nombre de voiles.
Donc il y a quelque chose de pervers contre lequel nous devons vraiment nous élever, parce que ça me semble être, d'un point de vue rhétorique, ce qui est en train de s'installer dans les consciences et que nous devons combattre avec beaucoup de véhémence. Je suis une optimiste comme mon ami Jean-Michel Blanquer, qui, je crois, vous a dit ce matin que nous étions trop souvent comme des combattants dans une citadelle assiégée et que nous devons nous sentir forts, parce que je crois qu'une grande majorité de Français partagent ce que nous pensons, et que ce qui nous manque, et ce qu'ont par contre ceux minoritaires, mais très organisés, très déterminés, c'est que nous devons nous fédérer, et c'est pour ça que je salue cet événement, et je pense que nous devons être beaucoup plus systématiques et méthodiques dans notre approche. Donc, premier élément, c'est cette mutation de l'Europe dans laquelle nous devons nous inscrire. Deuxième élément aussi d'optimisme, eh bien, ce sont, et là je parle peut-être un tout petit peu d'une autre manière que vous, Stéphane Rosès, mais vous reconnaîtrez quand même que les dernières études de l'Ipsos, Fracture française, sont quand même de nature à montrer que la confiance des Français pour l'Union européenne est en progression. Elle est passée en 6 ans de 27 à 50%, et que la part des Français qui sont fondamentalement hostiles à la construction européenne aujourd'hui est à son plus bas niveau. Donc jamais le sentiment que l'appartenance de la France à l'Union européenne est une bonne chose n'avait été aussi élevé. Et évidemment, à charge pour nous d'installer dans cette et je pense que ça y est, mais qu'il faut que ça devienne encore plus conscient, qu'il y a un élément de civilisation, et que la défense du pluralisme, de la liberté de conscience, de la liberté de penser, de la liberté académique, sont au cœur de ce projet européen. Autre élément qui me semble aller dans le bon sens, c'est de constater que l'exécutif français est extrêmement mobilisé sur cette question. Alors, nous en avons déjà parlé pour ce qui est des... Et nous allons en reparler, je pense, avec mon collègue. Les financements de l'Union européenne, donc de la Commission, pour des organisations comme FEMISO, par exemple, sont absolument scandaleuses. Mais je me réjouis, d'une part, de voir que le gouvernement français, l'été du temps du secrétaire d'État aux affaires européennes Clément Beaune, mais l'est encore avec une lettre récente qui a été envoyée par Madame Colonna, donc ministre des Affaires étrangères, Gérald Darmanin, et la nouvelle secrétaire aux Affaires européennes, Madame Laurence Boone, pour justement demander des comptes. Et donc, il est bon d'avoir un exécutif français mobilisé sur ce sujet. J'ajoute qu'il y a certains, au Conseil, nous ne sommes pas totalement isolés. Je ne vais pas vous dire que tout le Conseil est avec nous, mais des pays comme la Grèce, la Belgique, les Pays-Bas, confrontés à des problèmes et des situations parfois comparables aux nôtres, sont des alliés. Donc nous ne sommes pas seuls. Et ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que j'étais, et je vais vous en dire un peu plus, très, très mobilisée pour lancer un chantier sur la liberté de conscience au niveau européen, parce que je pense que nous devons nous compter, que nous devons formuler d'une autre manière ces questions-là, que nous devons présenter la laïcité qui est très mal comprise, non pas forcément pour convaincre et transposer exactement notre modèle auquel nous sommes, nous, attachés. Mais je pense que le modèle français doit d'abord être compris, car nous sommes dans un malentendu total sur ces fondements. Qui sont des fondements essentiellement fondés sur justement cette société du pluralisme. Et donc, je pense que nous devons, à l'échelle de l'Europe, agir. Et quand, dernière petite note sur, effectivement, est-ce que être pour l'Europe, c'est être contre la laïcité? Regardons qui sont finalement les ennemis de l'Europe aujourd'hui. Les ennemis de l'Europe, quand vous regardez l'extrême droite qui fait semblant d'être pro-laïque, bien sûr, parce qu'ils instrumentalisent la laïcité, on le sait dans le contexte français, mais aussi au niveau européen, il est quand même très singulier de constater le silence total du Rassemblement national sur le soulèvement des Iraniennes. Tout simplement parce que le féminisme et la laïcité, c'est quand ça les arrange et qu'ils sont tout simplement emprisonnés dans leur fidélité qui remonte à très loin, russo-iranienne. Donc, elle est très courte, leur attachement est très faible, et tout cela n'est qu'une pantomime. Quant à l'extrême gauche, alors je ne veux pas les mettre tous dans le même panier parce que nous avons ici un grand combattant de la laïcité, mais force est de constater que pour moi, il y a quelque chose d'incompréhensible à
défilé avec le CCIF, dissous depuis par le ministère de l'Intérieur, et apporter aujourd'hui le soutien aux femmes iraniennes. Donc, il y a quelque chose de profondément hypocrite dans cette posture. Mais il y a des individus, il y a des hommes et des femmes convaincus, et nous devons construire avec eux et avec elles. Et c'est pour ça que je me réjouis de ce dialogue qui va maintenant se nouer entre nous. Donc, très concrètement, nous avons eu, il y a quelques jours, une expérience extrêmement intéressante, puisque, avec Nathalie Loiseau et un certain nombre de collègues, nous avions déposé, vous avez cité celui de M. Bellamy, qui effectivement, dont je vais vous parler dans un instant, mais nous avions déposé un amendement qui, en lien avec la condamnation de la situation en Iran, demandait à la Commission, précisément, d'être extrêmement vigilante sur ces financements d'organisations qui s'inscrivent dans cette mouvance islamiste et qui sont d'ailleurs financées par des États étrangers. Donc on peut aussi utiliser la notion d'ingérence, qui est évidemment un argument aussi fort pour contester ces financements. Cet amendement, auquel je crois vous avez souscrit, n'a pas reçu la majorité. Donc je suis devant vous honnête en vous disant que nous ne sommes pas dans une espèce de vague qui nous porte. Mais en revanche, je pense que ce combat ne fait que commencer. Nous sommes en tant que parlementaires extrêmement mobilisés, et je pense que tous les éléments dont j'ai fait état devant vous font que si nous accompagnons cette prise de conscience, elle peut se structurer et elle peut avoir véritablement un effet tout à fait déterminant sur la manière dont on se représente l'Union européenne et de la manière dont l'Union européenne se représente elle-même. Donc j'appelle, quant à moi, et je suis en train de préparer un événement en lien avec le Conseil de l'Europe et aussi avec la Cour européenne des droits de l'homme, car certains juges de la Cour européenne des droits de l'homme partagent nos analyses, ça vous étonnera peut-être, mais je crois qu'il faut effectivement aller chercher tous les alliés que nous avons, donc je vous invite, je vous tiendrai au courant par l'intermédiaire de mon ami Jean-Pierre, mais de cette initiative que je prends. J'espère pouvoir vous compter également, chers collègues, cher Emmanuel Morel, mais je crois que chacun doit prendre sa responsabilité. Nous sommes à un momentum, et oui, les choses peuvent tourner dans la bonne direction. Hölderlin disait que c'est quand le péril croît que croient aussi ceux qui sauvent. J'y crois également profondément, et je pense que dans cette période très périlleuse, il y a aussi de grandes choses qui peuvent aboutir, mais il revient à chacun d'entre nous de prendre nos responsabilités. Merci.